Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous comprendrez le français. Oui? Si. Bien. Donc je suis heureux d'être présent parmi vous pour présenter l'Institut de l'agriculture durable. En gros, alors ça marche comment comme ça? L'Institut de l'agriculture durable, c'est une construction privée faite par les agriculteurs pour développer en France la conservation des sols. Et on s'était rendu compte que les États, ou notre État français, très centralisé, ne prenaient absolument pas en compte les initiatives régionales ou locales, et donc la nécessité était de porter toute la thématique de protection des sols au sein de la capitale à Paris. Et donc pour ça, nous avons créé un institut privé qui regroupe des agriculteurs. Voilà. Et avec ces agriculteurs, nous avons mis autour de la table des entreprises pour financer un petit peu le projet. Et ces entreprises, en fait, elles vont être toutes choisies sur des métiers particuliers qui vont aider l'agriculteur à produire une seule chose, la chose la plus importante du monde, le végétal. Et donc, une fois qu'on a toutes ces entreprises autour de la table, on va commencer à construire une chaîne de production qui, en fait, intègre une idée très simple. Nous allons produire sans polluer en nous occupant des végétaux et du sol qui les supportent. Et donc, dans cette idée-là, il nous fallait des agriculteurs parce que ce sont les dépositaires de la terre fertile. Donc cette terre fertile, elle permet de produire beaucoup avec peu d'intrants, elle gère l'environnement. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez cette terre fertile, vous devez mettre des machines pour semer, pour récolter, et ces machines doivent protéger la terre fertile, la préserver. Et donc toutes les machines ne conviendront pas. C'est ce que nous savons déjà dans ce projet sur la conservation des sols. Donc il faudra faire très très attention à l'usage des outils. Et on a continué finalement à mettre en place ce raisonnement. Une fois que vous avez les bonnes machines, eh bien, il vous faut trouver la bonne génétique, adaptée localement pour un maximum de rendement des plantes. Quand vous avez la bonne génétique, il vous faut eh bien, la bonne fertilisation pour que ça pousse très très bien. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la fertilisation d'un sol vivant, ce n'est pas une fertilisation de sol artificiel issus des laboratoires, ce n'est pas la même chose. Et donc, on continue à monter un petit peu en cadence. Et finalement, une fois que cette plante pousse, elle doit être préservée pour être en bonne santé, récoltée pour la collecte vers la société. Et donc, avant de s'attaquer à la société proprement dite, sur la qualité des produits, etc., l'idée, c'était d'abord d'intégrer les agriculteurs dans un changement de pratique avec tous ces outils qu'ils ont à disposition, où on peut faire quasi tout ce que l'on veut aujourd'hui. Et finalement, il s'agissait de mesurer, de mettre de l'ordre et de trouver les bonnes combinaisons pour progresser. Alors finalement, pour progresser, on a construit un projet qui s'appelle Indiciad, c'est-à-dire on va mesurer les résultats des pratiques agricoles dans les fermes. Et donc on va faire du management, du monitoring permanent, et les agriculteurs, ils peuvent avoir le résultat de leurs pratiques, et on va avoir des bons ou des moins bons résultats quant à la durabilité, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'économie, à l'environnement et au social. Alors voilà un petit peu les thématiques. En fait, l'idée, c'était d'avoir des indicateurs pour les agriculteurs. En ce sens, ils seront économiques, c'est les revenus, c'est les coûts de production, c'est le temps de travail. Tout ça, c'est l'économie et le social. Pour les agriculteurs, on pense que le social, ce n'est que la gestion du temps de travail, parce qu'ils travaillent trop, comparé à beaucoup de salariés de la société. Et puis finalement, ce qu'on va regarder, c'est l'efficacité des intrants, la qualité des sols, la séquestration de carbone dans le sol. On va regarder les émissions de gaz à effet de serre. La qualité de l'eau, bien c'est un dossier qu'on n'a pas géré. En fait, il est dans la thématique, mais il est très difficile de mesurer la qualité de l'eau dans une ferme. Et finalement, la biodiversité va rester un regard important, puisqu'en fait, elle va être présente plus ou moins fortement dans les fermes. Et donc,
On a 28 indicateurs qui permettent un monitoring permanent des fermes. On peut rentrer dans n'importe quelle ferme et je ne sais pas s'il y a un bouton italien, mais je sais qu'il est accessible en anglais, en espagnol et en français. Alors la thématique centrale, c'est le défi du XXIe siècle. C'est-à-dire que je pense que les sociétés n'ont toujours pas compris que la sécurité alimentaire n'est pas assurée. Et ça, c'est absolument pas dans les débats. Et ça m'inquiète beaucoup parce que le fondement de la sécurité alimentaire, c'est une agriculture durable. C'est une agriculture qui doit produire beaucoup plus qu'elle ne produit aujourd'hui. C'est le double. Et finalement, avec les technologies en place, notamment le travail intensif du sol, nous ne serons pas capables de relever le défi du XXIe siècle. Et donc, ce dossier-là n'est pas géré par notre société. On parle de qualité des produits, on parle d'agriculture biologique, on parle de tout un tas de choses, mais surtout pas de la durabilité du système de production, c'est-à-dire le couple sol-plante et sa durabilité et sa mise en production n'est pas visité. Et donc, avec l'augmentation de l'alimentation, il faudra aussi doubler la production d'énergie. Et cette énergie, elle ne sera pas fossile, elle sera renouvelable, elle sera agricole. Mais ça, c'est pas compris non plus. Alors, on a le soleil, on a le vent, on a l'eau, mais on a aussi la biomasse. Et en fait, l'agriculture devra faire un effort colossal de productivité sur les systèmes végétaux. Je peux vous garantir que si je cherche en France, j'ai zéro recherche sur la productivité durable d'un système végétal à grosse production de carbone. Ça n'existe pas. Alors on est très inquiet, donc on le fait avec les agriculteurs. Je fais de la co-construction de systèmes agricoles avec les agriculteurs. Et finalement, ce qu'il faudra baisser énormément, c'est les gaz à effet de serre, divisé par 4. Il faudra réduire la pollution agricole, la supprimer carrément. Et sans doute, quand on produira de l'alimentation, il faudra aussi produire de l'énergie sans que ce soit en concurrence. C'est-à-dire que le défi, il est de produire les deux produits en même temps. Et finalement, un autre dossier qui n'est pas pris en charge, c'est la disponibilité de la surface. C'est-à-dire que la SAU mondiale, elle est stable. Après la guerre, nous étions 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 9 ou bientôt 9. Bien, ça veut dire qu'avec une SAU agricole mondiale stable, vous allez diviser par 3 la quantité de surface accessible à chaque habitant pour le nourrir. Ça veut dire que la performance sur 1/4 d'hectare SAU, elle doit être énorme. Et ça, c'est absolument pas pris en charge. Alors, mobiliser la totalité de la SAU mondiale, il y a de la marge, il y a un très gros potentiel, mais ça veut dire que cette agriculture qui doit se mondialiser, elle n'est absolument pas dans le mouvement du défi qui l'attend. Et puis, on a des inquiétudes. Moi, pour ma part, j'en ai une très, très grande. J'ai peur que tout le débat sur l'agriculture biologique, ce soit une impasse majeure pour la société, parce que on ne sait pas produire les quantités demandées par le marché mondial par une agriculture biologique qui est actuellement en place et qui détruit les sols. C'est une vraie catastrophe. Je fais le tour de France avec ça en permanence et je me rends compte que tous les agriculteurs bio qui travaillent sur l'agriculture, c'est help soil. Ils n'arrivent plus à produire dans le standard où le climat change. Alors, comment on va s'y prendre pour relever ce défi colossal ? Eh bien, on sait que le carbone qu'on a dans l'air, ce n'est pas un problème, c'est la solution pour l'agriculture. Nous avons un outil extraordinaire qui est le végétal, la plante, et la plante, elle nous a montré il y a 500 milliards d'années, ou 500 millions d'années, pardon, qu'elle était capable de maîtriser le carbone dans l'air. C'est-à-dire que la baisse de la courbe de CO2 que vous avez sur cette diapositive, c'est le GIEC qui l'a produite. En fait, il y a 500 millions d'années, nous étions au Carbonifère, beaucoup de CO2 dans l'air, un sol très acide, et finalement, quand les plantes vont coloniser la terre et faire de la biomasse, cette biomasse qui va tomber par terre, elle ne va pas se dégrader à cause de l'acidité du sol, mais de l'état général très acide du milieu. Beaucoup de CO2, milieu acide. Et finalement, vous allez accumuler de la matière organique et de la matière organique non dégradable à cause de l'acidité. Ça va nous donner le charbon.
Et donc cette matière organique qui va se retrouver stockée dans les sols et ensuite transformée en pierre, eh bien elle va manquer dans l'air. Donc on va assister à un débat très simple que les plantes vont résoudre, c'est décroissance de la ressource et augmentation de l'utilisation de la ressource parce que la photosynthèse s'intensifie de plus en plus. Et donc notre société, quand on regarde ce dossier-là, elle est prise au piège du même débat. Augmentation de la consommation des ressources et baisse des ressources utilisables. Est-ce que les plantes ont disparu? Non. Les plantes, elles ont réglé le problème du manque de ressources. En fait, c'est la deuxième phase de la courbe, la phase 2 et la phase 3. Elles vont se diversifier et elles vont commencer à recycler la matière organique qui va tomber par terre. Alors comment elles vont faire ça? C'est pas très compliqué. Au fur et à mesure qu'il y a moins de CO2 dans l'air, l'acidité baisse, donc en fait on monte les pH, la matière organique devient biodégradable, et en rendant la matière organique biodégradable, et notamment par la biodiversité du sol qui va se charger de faire ce travail-là, eh bien la nature, elle va recycler sa matière première rare, le CO2. Et en inventant le recyclage, en fait, la nature invente le développement durable. Notre société est en panne, elle cherche le développement durable partout, elle l'a sous les yeux depuis 300 millions d'années. Et donc, on s'est dit, on va faire un gros projet agricole où cette idée de génie, eh bien, on va la remettre en route pour la société. L'agriculture durable, c'est copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Tout simplement. Au boulot. Et donc, on va se rendre compte que la plante est importante, sa consommation est importante et son recyclage est important. Et quand on va commencer à tout recycler, tout va aller à merveille. Alors, ce modèle, on le connaît, on le voit tous les jours, mais on ne le comprend pas. On ne comprend pas que c'est la plante qui produit la terre fertile sur laquelle elle prolifère pour pousser toute seule. Eh bien, ça devient très très grave. Je ne sais plus faire pousser une plante toute seule. Mais elle y arrive à tous les coups. Moins je l'embête, plus elle pousse. À se demander si moi, agriculteur, je fais le bon travail. Et donc, on se rend compte que c'est la production de biomasse qui va être consommable. Tout ce qui retombe au sol est recyclé. Et le sol, en fait, c'est l'entité de recyclage du monde végétal. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, avec 0,04% de CO2 dans l'air, toute la vie sur Terre est possible. C'est-à-dire que les plantes, elles nous montrent qu'avec rien, elles savent tout faire parce qu'elles travaillent sur un produit particulier qui est la matière organique, qui est 100% biodégradable. C'est l'éco-conception avant la mode de nos sociétés aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que la société, elle devra copier ce modèle-là pour l'ensemble de son activité industrielle, économique, de transport, d'énergie, etc. Parce que sinon, elle n'a pas d'avenir. Si elle sait copier ce modèle-là, l'avenir, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, il n'y aura aucun problème, 12 milliards d'habitants sur la Terre, ils seront nourris très facilement. Alors, des grands principes, comment marche la nature? Eh bien, elle installe un système où elle finit par avoir le végétal le plus performant du monde, et ça s'appelle un arbre. Cet arbre-là, il a beaucoup à nous apprendre, et nous, comme des imbéciles, nous les coupons tout le temps et on les met au feu. Donc on a quelque chose qui ne marche pas très bien. Que nous dit un arbre? Eh bien, un arbre, quand on est au bout de l'installation de l'écosystème, il nous dit que c'est le plus gros rendement de biomasse possible sur ma situation pédoclimatique donnée. C'est-à-dire là où une plante pousse, elle ne fait pas le rendement minimum, elle fait le rendement maximum. Et ça, c'est une donnée fondamentale pour l'agriculture. Un agriculteur, il ne doit pas produire moins, il doit produire plus, il doit copier l'arbre. Donc, comment fait la nature? Eh bien, elle a deux grands principes. Pour produire ce végétal en très grande quantité, elle va faire quelque chose de très simple. Le sol est toujours couvert,
jamais travaillées, ce sont exactement les technologies de la conservation des sols. Et l'inverse est une erreur technique fondamentale dans l'agronomie. Alors en France, j'ai un débat colossal autour de tout ça. Je pense que la totalité de nos scientifiques ne sont pas dans le mouvement de l'innovation biologique qui est en train de se faire. Je râle tous les jours, mais je le fais parce que c'est mon travail de le faire, et on propose des programmes et des projets pour la solution. Et une fois que vous avez couvert le sol, que vous le travaillez très peu ou pas du tout, eh bien, 3 autres règles: rendement maximum du végétal, la totalité de ce que vous devez produire doit se recycler, donc ce qui part à la société doit revenir et doit être recyclé, ce qui tombe au sol doit être recyclé, et là-dedans, il faut viser la biodiversité maximale, parce que la biodiversité, la biologie du sol et tout ce qui l'accompagne est un outil de production très puissant et en plus gratuit. Un ver de terre, par exemple, il travaille la terre depuis 500 millions d'années et il ne coûte rien. La seule chose que je dois faire pour lui, c'est lui construire une belle maison et lui donner à manger. Voilà. Et donc, si j'ai beaucoup de vers de terre, je n'ai plus besoin de travailler la terre avec un outil. Et donc, on va se rendre compte que la biodiversité, c'est le facteur numéro 1 de production de l'agriculture du XXIe siècle. Alors là aussi, c'est pas compris, parce qu'on pense que c'est le big data ou le tracteur de 600 chevaux qui va faire le travail. Regardez comment marche l'environnement. C'est le modèle qu'on met en place avec les agriculteurs pour leur expliquer les erreurs fondamentales des techniques. J'ai une forêt et ensuite j'ai un désert. Qu'est-ce que je vais faire entre les deux? Je vais couper les arbres, je vais travailler la terre, je vais perdre la biodiversité. Quand j'ai perdu la biodiversité, je vais perdre la fertilité organobiologique des sols. Je vais en perdre le carbone. Quand j'ai perdu le carbone, mon sol va se compacter. Ensuite, il va s'imperméabiliser. Je vais perdre l'eau. Donc là, je commence à irriguer de plus en plus. Et quand j'ai fini de perdre l'eau avec l'érosion qui l'accompagne, ma nappe est vide parce que je l'ai complètement vidée et stérilisée. Je vais avoir le désert qui s'installe avec du réchauffement climatique et le soleil qui arrive pour tout finir de cuire. Et maintenant, je veux protéger l'environnement. Dans une de ces techniques-là, je veux protéger l'environnement. Vous n'avez aucune chance pour protéger l'environnement. Pour protéger l'environnement, il faut supprimer toutes les mauvaises techniques et venir travailler là, c'est-à-dire venir travailler dans un modèle d'agriculture qui va copier le fonctionnement de la nature. C'est fondamental. Si ce n'est pas compris, on n'y arrivera pas. Alors la fertilité des sols, ça aussi, c'est une tarte à la crème. Personne ne sait ce qu'est la fertilité des sols. On l'a saucissonnée, elle est physique, elle est chimique, elle est biologique. Non, elle n'est rien de tout ça et tout ça à la fois. La fertilité des sols, c'est un cycle. La plante pousse, elle prend le CO2 dans l'air avec le soleil, elle va faire de la paille. Si vous laissez pousser une mauvaise herbe, elle vous dit exactement ce que vous devez faire. Elle produit de la paille qui ressemble à du bois. Et donc, quand ce bois revient par terre, cette paille de ma mauvaise herbe, elle va être décomposée par des bactéries sur le sol et ensuite dans le sol par des vers de terre et des champignons qui vont donner un produit particulier qui est l'humus et la matière organique des sols. En fait, quand l'activité biologique du sol mange de la paille, elle produit une colle particulière qui est l'humus, qui est en fait un excrément d'activité biologique. Et cette colle, elle va venir structurer, stabiliser la structure du sol et elle va stocker le carbone qu'on a en trop dans l'air. Qui mange les excréments dans le sol? Ce sont des bactéries. Eh bien, les bactéries vont minéraliser l'humus pour produire tout le tableau de Mendeleïev qui existe, c'est-à-dire là, des éléments chimiques simples que la racine reprend pour pousser. En gros, la fertilité des sols, c'est quelque chose de très simple. Plus vous allez donner de la paille à manger au sol, plus vous allez stocker de carbone, plus vous allez avoir d'éléments minéraux, azote, phosphore, potasse, etc. recyclés. C'est-à-dire, plus je nourris le sol vivant, plus il va produire. Et c'est exactement l'histoire que me raconte un arbre.
Que fait l'arbre? Il nourrit le sol tous les ans, non seulement avec ses racines, mais aussi avec ses feuilles mortes, avec ses branches, c'est décomposé à ses pieds pour augmenter le système de production. Et on voit bien que l'arbre, plus il est grand, plus il produit, plus il met de feuilles par terre, plus il pousse. Et il pousse tout seul. Donc, au boulot, on va copier le fonctionnement de la nature, on va faire des sols fertiles. Agriculture durable égale sol fertile. Et ces sols fertiles, on a une chance inouïe, on peut fertiliser des effluents d'élevage, des éléments chimiques, on peut amener tout ce qu'on veut. Mais fertiliser, c'est nourrir d'abord les bactéries qui vont consommer la matière organique par la suite. Et donc, je ne peux pas fertiliser un sol si je ne lui amène pas sa nutrition et sa ration de paille. Parce que, en faisant trop de fertilisation et pas assez de nutrition carbonée, il va me manquer une étape, c'est-à-dire les bactéries vont se développer énormément, j'aurai énormément d'éléments minéraux produits, donc des gros rendements, mais il faut à tout prix que je fasse une grosse ration des sols pour refaire le stock de matière organique dans le sol. Sinon, grâce à la fertilisation, si je ne renouvelle pas le stock de matière organique va baisser. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire nos sols ont perdu 3 à 4% de matière organique avec l'agriculture intensive qui exporte tout, qui détruit tout et qui amène un maximum de fertilisation. C'est-à-dire que la fertilisation, c'est pas bien ou mal, c'est un excellent outil pour produire beaucoup de rendements de végétaux, mais il faut à tout prix que la ration de paille des sols augmente. Et donc on a commencé à construire ça avec les agriculteurs. On veut que tous les agriculteurs de France, mais du monde ou d'Europe, vous par exemple, vous ayez une ration de sol élevée. Et on parle en tonnes de matière sèche hectare, 10, 20, 30, 40. Plus le sol sera nourri et bien fertilisé, plus il deviendra productif. Alors voilà la pollution, c'est relativement simple. Je passe un mixeur dans ce super système. Eh bien, je vais détruire la biodiversité, plus de recyclage et des fuites partout, de l'érosion, de l'oxygène qui rentre, du CO2 qui s'évapore, de l'azote qui minéralise, soit des nitrates, soit dans l'air. Et donc là-dedans, je veux faire une réglementation qui protège l'environnement. Non, je dois supprimer le travail du sol, point final. Et ça devrait être la PAC en 2020. Une PAC qui fasse ça et qui stocke du carbone. Alors dans ce débat-là, on a commencé à montrer aux agriculteurs que fait un sol pauvre en matière organique ou managé en semi-direct. Et donc on se rend compte que les deux parcelles sont côte à côte. J'ai du conventionnel, travail du sol, monoculture de maïs, et de l'autre côté, j'ai du conventionnel chimique, monoculture de maïs avec un couvert végétal et sans travail du sol. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la colle organique va stabiliser les agrégats et la qualité de l'eau, elle se voit. C'est-à-dire que dès que l'eau est sale, j'ai perdu la bataille des sols. C'est même pas la peine de mesurer. Je dois tirer l'oreille à tous les agriculteurs quand l'eau sort sale du champ. Et parce que ça se voit, ça devient facile à gérer. Il suffit de leur montrer. Et donc, on ne va pas se ruiner en mesure, on va se ruiner à comprendre comment ça marche, voilà, et on va regarder, et chaque fois que l'on regarde, on voit les erreurs. Donc je vois les erreurs, je vois la qualité de l'eau. D'accord ? Regardez la qualité de l'eau qui sort des parcelles agricoles. Ce sont des photos de paysans. Quand il a fini de pleuvoir, vous ne voyez plus l'érosion du champ, c'est fini. L'eau tombe, ça dure 5 minutes après la pluie, c'est fini, il n'y a plus d'eau. Et au fond du champ, vous voyez un tas de boue, mais vous voyez surtout l'embouchure de la rivière, ou du fleuve, ici dans la Méditerranée. Eh bien, c'est une catastrophe écologique majeure. La fertilité des sols s'en va dans l'océan. Or, du coup, une règle très simple, couvrir les sols et un management des sols couverts adapté.
il nous faudra des plantes géantes parce qu'elles doivent faire beaucoup de biomasse, séquestrer beaucoup de carbone. Et ce carbone, je dois le manager. Et donc, je deviens un manager de l'énergie de la Terre. Les plantes sont l'énergie de la Terre. Voilà. Le carbone que j'ai dans le sol, qui est le charbon, ça vient des plantes. Le pétrole, ça vient d'une plante, c'est un microplancton. Donc, l'énergie de la Terre, ce sont les plantes. Donc, mettons-nous au travail, cultivons correctement nos plantes. Et puis, on a les règles. Je deviens un manager du carbone, donc je dois intensifier la photosynthèse. Je dois cultiver des rendements élevés des plantes géantes. Et la première part de ma culture de plantes, le premier rendement, il doit aller au sol. C'est l'aération du sol. Pourquoi le sol? Parce que c'est l'environnement et la durabilité du système. C'est-à-dire, tout de suite, je produis une plante, je dois penser au sol, je dois nourrir le sol vivant. Ensuite, je nourris les hommes et les animaux, mais ça va ensemble. Et s'il me reste de la biomasse, je vais produire de l'énergie, des biomatériaux. Et s'il me reste encore de quelque chose et des sous-produits, je pourrais faire de la chimie verte et ça va dans ce sens-là. Mais si je ne produis rien en termes de biomasse, je ne pourrai jamais relever le défi de la société. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On mène des programmes participatifs avec les agriculteurs et là, j'en ai un qui s'appelle Agro, et qui est mené avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, c'est tout le sud de la France. Et donc, on leur apprend à couvrir les sols. Un seul thème principal, couverture permanente des sols au travail. Voilà à quoi ça va ressembler. On a tout un tas de fermes ici qui sont des pilotes, et on va mesurer le résultat de ces pilotes avec l'aide de tout un tas de partenaires qui nous appuient dans ce travail-là. Alors c'est des chambres d'agriculture, des centres de formation, ce sont des financeurs publics et ce sont des, on va dire, des porteurs de projets, l'Institut de l'agriculture durable, mais l'agroforesterie française ou d'autres associations. Et donc ce projet-là qui est cofinancé par les fonds publics, il nous permet en fait de mesurer le résultat de la conservation des sols, de la couverture des sols avec ces fermes pilotes. Donc ça donne un projet qu'on a qualifié 3F. Nous allons fixer le sol, nous allons freiner le sol et freiner l'eau, et nous allons filtrer l'eau et l'air. Donc voilà le problème de cette région-là. Problème numéro 1, érosion des sols. Voilà. Eh bien, avec l'érosion des sols, c'est la qualité de l'eau, c'est la ressource en eau, et c'est les pesticides, et c'est les matières en suspension. En fait, toute la pollution de l'eau, elle vient de l'érosion. Les nitrates qu'il y a dans les nappes, je dirais que ce n'est même pas très grave comparé à ça. Personnellement, je pense que la directive cadre sur l'eau s'est trompée en axant le travail sur les nitrates et en oubliant que le problème numéro 1, c'est celui-là. Et du coup, on va commencer à fixer le sol, le carbone, les plantes et la biodiversité sur place. On va freiner l'eau, le vent et le soleil. Et je découvre, au fur et à mesure de ce travail-là, que le soleil, c'est peut-être le pire ennemi du sol. Alors ça aussi, ça va demander un petit peu de compréhension, mais c'est sans doute un problème énorme. Et puis finalement, nous allons filtrer l'air et l'eau. Et donc on a tout un tas d'initiatives, c'est-à-dire ici, c'est mon frère qui sème du maïs dans une féverolle. Et donc ça se fait avec du matériel très léger, du très vieux matériel qu'on adapte pour faire du semi-direct, et ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'investir dans une machine très chère. C'est de l'adaptation de mécanique agricole qui coûte quasiment rien. Et ça fonctionne. Alors les résultats sont compliqués, vous pourrez le lire ou télécharger la présentation, mais globalement, l'érosion, elle est supprimée. Ce qu'on va faire, on va enlever en moyenne sur tout le bassin versant 1 tonne de terre de l'érosion qui arrive dans l'eau. Donc on va un gain de sol dans les champs. En moyenne, sur la totalité du bassin qui fait 3,3 millions d'hectares, c'est 1 tonne à l'hectare
quasi. On va aussi séquestrer du carbone. Dès que vous allez couvrir le sol et faire de la conservation des sols, vous allez pouvoir stocker, en moyenne chez ces agriculteurs-là, les pilotes, 0,6 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc c'est énorme. On se rend compte que l'agriculture de conservation, elle va transformer l'agriculture en puits de carbone. Mais il faudra continuer à faire de la séquestration de carbone plusieurs générations. D'où l'importance d'une politique qui fixe une fois pour toutes le cap, qui disqualifie le travail du sol comme une hérésie agronomique. Il va falloir oser ce débat culturel. Je vous garantis que ça ne va pas être simple, nous qui sommes des laboureurs depuis 6000 ans. Et donc, nous allons augmenter le rendement, parce que les pilotes augmentent le rendement des plantes, c'est plus 1 tonne de grains à l'hectare. Donc maintenant, je sais nourrir l'humanité, je sécurise la production agricole, mais je sais aussi transformer cette tonne sur chaque hectare cultivé en énergie ou en n'importe quoi. La matière organique, c'est source de molécules aujourd'hui. On peut multiplier la biodiversité par 10. Alors comment on le sait? C'est très simple. Nos collègues de l'INRA, ils viennent mesurer dans les parcelles. On a changé de pratique, ils viennent mesurer la quantité de carabes, de vers de terre, de limaces, de cirfes, de je ne sais pas quoi. Et donc on se rend compte que c'est une explosion de biodiversité dans les champs. Donc ça c'est assez surprenant. Ce sont des champs, des agriculteurs qui utilisent de la chimie. Eh bien, il n'y a aucun problème. La chimie n'a jamais tué la biodiversité, d'accord? Sauf quelques outils. La biodiversité, elle est d'abord tuée par 2 choses. Je détruis un habitat avec une machine, d'accord? Et j'enlève la nourriture. C'est-à-dire que si vous voulez de la biodiversité, vous n'avez pas d'autre solution. Soit je la produis avec l'habitat et la nourriture que je leur donne, soit je passe une machine et je ratatine tout et j'enlève tout. Et il n'y a pas d'alternative. Tout le reste, c'est du blabla. Vous oubliez tout ça. Je produis de la biodiversité avec une bonne maison et de la nourriture, ou je la détruis en détruisant la maison et en supprimant la nourriture. Et donc ça se voit chez un paysan. Le sol est couvert, quelle est la quantité de paille et de résidus qui revient? Est-ce que j'ai travaillé ou pas le sol? Et donc dans la maison en bon état, toujours couvert, jamais travaillé, je vais voir la biodiversité revenir. Il suffira de mesurer. Donc l'agriculture devient très simple, tout se voit finalement. La terre fertile, elle devient noire. Donc elle se voit. Alors on continue les résultats, on se rend compte que l'eau, en fait, on va l'infiltrer, c'est plus 16% d'eau qui s'infiltre. Le vent, il est divisé par 2 et on utilise les arbres en complément. Le soleil, vraie catastrophe sur le soleil après ce programme de mesure. Les sols nus, dans un système conventionnel, représentent 150 jours par hectare et par an. Ça veut dire que pendant quasi 5 mois de l'année, je ne récupère pas l'énergie renouvelable du soleil avec une plante. Je gaspille de l'énergie renouvelable et je gaspille de l'énergie fossile pour garder les sols nus. Je suis complètement fou. Et donc on se rend compte qu'on a gagné ça. Plus 150 jours de sol couvert, eh bien c'est du rendement végétal en plus, tout simplement. Et du coup l'eau, on se rend compte que l'eau va être épurée par l'activité biologique. Plus j'ai de biodiversité, plus je vais épurer l'eau. Toutes les molécules quasi sont biodégradables. Et donc si ça s'infiltre là où je mets les molécules et que j'ai de la biologie qui recycle tout, je vais épurer l'eau. Et derrière, en fait, je vais aussi épurer l'air, puisque l'augmentation du rendement et la séquestration du carbone dans les sols, ça va représenter 3,4 millions de tonnes de carbone soustraits du réchauffement climatique. Donc on se rend compte que cette agriculture du carbone, elle va devenir très 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 performante à condition que nos chercheurs, nos instituts, nos ingénieurs, nos agriculteurs se mettent au travail. Alors, hop. Alors regardez les modèles. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, c'est celle qui est à gauche, pardon. Et donc, elle produit peu.
dès que je vais couvrir les sols 150 jours en plus, je vais avoir 2 cultures par an possibles. Je vais doubler le rendement végétal. Et si j'y rajoute des arbres, ben je prends encore une production supplémentaire. Et on se rend compte que plus cette production végétale va se combiner sur la surface et dans l'espace, eh bien vous allez pouvoir augmenter énormément les rendements des systèmes végétaux agricoles. Donc ça, c'est un modèle. Et on se rend compte que quand on a mesuré le potentiel de ces modèles-là, avec les fermes pilotes qui les développent, eh bien le système conventionnel il va perdre 300 kg de carbone à l'hectare en moyenne. La ferme qui fait la couverture des sols, qui n'a plus que 20 jours de sol nu, elle va avoir 600 kg de carbone hectare stocké, séquestré. Et si vous continuez la performance et que vous rajoutez des arbres et que vous augmentez la production végétale, vous êtes capable de stocker 1,5 tonne de carbone à l'hectare et à l'année. Nous avons quelques pilotes dans le programme agro qui sont capables de faire ça. Donc si 1 ou 2 ou 5 agriculteurs savent le faire, pourquoi pas des millions? On sait aussi mesurer la biodiversité. Et donc dans ces systèmes nouveaux, on a regardé la nutrition des pollinisateurs. Et en fait, on se rend compte que plus les sols sont couverts, plus vous allez laisser fleurir les plantes, plus vous allez avoir d'éléments d'espace, des haies, des arbres, de l'agroforesterie. Donc là, c'est sur une ferme agroforestière qui a de l'élevage, qui est en semi-direct. Eh bien, on se rend compte qu'on est capable de nourrir en moyenne 30%. On a une capacité nutritive des populations, disons des pollinisateurs, à un niveau de 30% par an. Donc c'est colossal. On a trouvé des écarts énormes dans les milieux, c'est-à-dire qu'ici, on peut monter à 70% de nutrition des abeilles, des pollinisateurs, et en moyenne, on est à 30%. Et donc, on a trouvé jusqu'à 5%. Donc on se dit, il va y avoir un problème, c'est-à-dire la biodiversité, elle accompagne le système de sol couvert. Alors, notre problème numéro 1, ça va être l'eau. Et on se rend compte que dans un agrégat stable de sol, l'eau va être stockée dans la microporosité d'origine biologique. Donc ma motte, c'est la moitié du plein et la moitié du vide. Dans la moitié du vide, je vais avoir de l'air pour que la biologie respire et l'eau soit drainée. Et dans l'autre moitié du vide, je vais stocker de l'eau. Et donc, le stockage de l'eau dans les sols va constituer un des très gros enjeux de l'agriculture européenne. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va s'y prendre en augmentant le taux de matière organique des sols et en séquestrant le carbone. Et ce sol qui devient fertile, qui séquestre du carbone, où c'est la biologie qui construit un agrégat stable, elle va faire une véritable éponge pour stocker l'eau. Et on sait que le stockage de l'eau augmente avec le taux de matière organique, d'où l'intérêt majeur de stocker le carbone dans le sol avec les bonnes pratiques. Et donc cette microbiologie, quand elle va être à l'aide, on peut faire un modèle. On a utilisé celui des Américains, Walter and Fenze, en 1979, qui ont fait ça. On a utilisé ce modèle-là et on se rend compte en fait que quand on va passer de 1,5% de matière organique à quasiment 4%, qui devrait être le taux normal de matière organique d'un sol agricole, eh bien vous allez doubler la réserve utile des sols. C'est-à-dire que ce sol-là, qui est en bon état, il contient 2 fois plus d'eau. Donc ça veut dire que je vais maîtriser l'irrigation et ça veut dire que ça poussera beaucoup mieux en période de sécheresse. Donc ça, vous pouvez faire le modèle. Enjeu majeur pour les gestionnaires de l'eau, faire en sorte que les agriculteurs séquestrent du carbone dans le sol. Alors la matière organique, on sait que ça va être la solution. Et on pense aujourd'hui que les systèmes en place, les plus performants, ils sont capables de doubler un taux de matière organique en 15 ans. En fait, c'est 1% en 10 ans, cette affaire-là. Et actuellement, je construis des systèmes végétaux où on fait 1% de matière organique en 4-5 ans. Mais ça veut dire des plantes géantes, des sols couverts, du rendement élevé et une fertilisation adaptée à ces systèmes sur sol vivant. Ensuite, on vous a fait une évaluation énergétique, c'est-à-dire on a des tonnes de pétrole. Donc, en fait, vous pouvez comparer toutes les fermes.
Je produis du lait, je produis de la viande, je produis du blé, je produis du soja, je produis du colza, je produis n'importe quoi. On peut comparer toutes les productions agricoles sur leur efficacité énergétique. Ce sont des kilowatts, des kilocalories, des mégajoules, donc des tonnes de pétrole. Et ça tombe bien, une tonne de pétrole, c'est une tonne de carbone. Et donc je produis du carbone renouvelable et on peut tout comparer, toutes les productions agricoles entre elles. Alors voilà un petit peu les résultats. Une agriculture conventionnelle dans le sud de la France produit 1 tonne de pétrole sur un demi-hectare. Les nouvelles pratiques, c'est 1 tonne de pétrole sur 1/3 d'hectare. Donc on a un gain de productivité dans les nouveaux systèmes. Alors c'est normal, je fais du rendement 150 jours de plus. On a regardé l'efficacité de l'énergie, c'est-à-dire que quand l'agriculteur va acheter 1 tonne de pétrole, qu'est-ce qu'il produit avec ? Eh bien, dans un système conventionnel, avec des fertilisants chimiques, etc., il va produire à peu près 6,6 tonnes de pétrole qui vont, en fait, nourrir la société. C'est de l'alimentation humaine et animale. Donc, il en utilise une, il en produit 6,5. Et quand on compare avec la même méthode les nouveaux systèmes de culture, eh bien, en fait, avec 1 tonne de pétrole que l'agriculteur consomme, il est capable de produire 8,2 en moyenne. Donc on a une meilleure efficacité de l'énergie. Donc on a des économies d'énergie qui ont été faites dans ce système-là. Autre débat, le carbone. Donc on a vu que les sols nus, ils perdent du carbone, 300 kg par hectare et par an, et les sols couverts, ils en gagnent 600 kg. La différence entre les deux, c'est quasi 1 tonne. C'est très, très, très élevé. Et puis, ce carbone, il nous intéresse pour la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, en fait, on fait le bilan de la fertilisation azotée dans les fermes. Donc, dans ma ferme conventionnelle, j'ai un excédent de 60 unités d'azote dans le plan de fertilisation. Dans le système de semi-direct, j'ai aussi 50 unités en excédent. Parce qu'on ne sait jamais trop comment ça va pousser, donc on sécurise, etc. Donc voilà, on a un risque environnemental élevé. Eh bien, ce risque environnemental, il va se faire plus ou moins différemment selon que le sol minéralise de l'humus, c'est-à-dire continue à produire du carbone, de l'azote. Je minéralise l'humus, je perds le carbone dans l'air et je trouve de l'azote pour les cultures. Donc, en perdant 300 kg de carbone, ben, je vais disposer de 30 unités d'azote supplémentaires. Et de l'autre côté, en séquestrant 600 kg de carbone, je vais soustraire 60 unités du lessivage. Donc ça veut dire que dans le système de conservation des sols, je vais baisser le risque de lessivage via la séquestration de l'azote dans l'humus du sol. 10 carbones, 1 azote séquestré. Et donc on voit que la séquestration de carbone, ça va être un outil puissant pour préserver la qualité de l'eau. Et le bilan final, c'est que mon agriculture conventionnelle, elle augmente le risque environnemental à quasi 100 unités d'azote à l'hectare, alors qu'en conservation des sols, il va me manquer de l'azote. Et ça, c'est une règle d'or. Je change de pratique agricole, je manque d'azote. Je dois fertiliser les nouveaux systèmes de culture. Alors ça, c'est un pavé dans la politique de l'eau, puisque tout le monde pense que c'est en fertilisant qu'on envoie les nitrates dans l'eau. Non, c'est en travaillant le sol qu'on envoie les nitrates dans l'eau, parce que la fertilisation n'est responsable de rien. Bien fertiliser avec un puits de carbone, eh bien, vous supprimez le risque environnemental. Alors pareil pour les gaz à effet de serre. Maintenant, quand les agriculteurs utilisent de l'énergie, ils produisent combien de gaz à effet de serre ? Eh bien, ils produisent beaucoup quand on est dans un système conventionnel et un petit peu moins quand on est dans les nouveaux systèmes. Et puis maintenant, si je balançais la pollution par la séquestration dans le sol, je pourrais être à 0. Et donc les résultats finaux, on va les porter jusque dans le modèle économique. Alors là, on a des problèmes de comparaison parce qu'aucune année se ressemble et c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce que l'on voit quand on compare les modèles sur 2 années identiques, c'est-à-dire que
le travail du sol, c'est la référence. Voilà, il produit 2 tonnes de pétrole à l'hectare. Le nouveau système, il en produit 3,3, c'est-à-dire un tiers en plus. Et finalement, la différence de revenus, elle est de plus 65 € hectare à minima. Et dans les fermes, c'est très très différent selon les systèmes. Mais on se rend compte que la moyenne des systèmes de culture sont améliorés en termes de productivité et d'économie. Donc en fait, ça va vers le développement durable, ça va vers la soutenabilité des systèmes et ça va vers la sécurisation des revenus agricoles. Ce qui fait que la nouvelle agriculture, elle est en place. Les pilotes, voilà ce qu'ils font. Ils font de l'autonomie en protéines avec des fourrages, ils font des toits solaires et du biogaz, et on va faire du no-tillage dans l'ensemble du dispositif. Et on se rend compte que ces fermes-là, elles vont devenir tellement performantes qu'elles sont capables de produire de l'énergie, de l'alimentation et de la protection de l'environnement. Voilà, je vous remercie.